Donc, on sait que par son courage, il va conduire les 54 pays africains, il va les engager sur le chemin de l'émergence. Ça, on le suit, il a 365 jours. Il va poser des actes forts. On ne s'attend pas à ce que cette émergence de l'Afrique puisse arriver comme un coup de baguette magique, mais au moins les jalons vont être posés. Nous sommes sûrs, pour tout ce qui concerne les grandes questions de l'Afrique, la question de la monnaie, la question de l'industrie, de l'industrialisation de l'Afrique, les questions des électrifications des zones rurales qui sont partout en Afrique, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, de prendre la relève, d'assurer, parce que ils ont fait leur part, et il s'agira pour les jeunes de demain de suivre, de marcher sur leur pas pour que cette Afrique ne soit plus jouée. Parce que, il faut le dire, j'ai dit, c'est un homme qui était légaliste. On a parlé tantôt de toute cette machination au niveau de la CPI, mais je dis à Addis Abeba dernièrement, ils ont dit qu'il fallait sortir. Unanimement, tous ces chefs d'État ont dit qu'ils devraient sortir de la CPI, qui dicte, qui impose un dictat au monde. Et ce dictat est pernicieux pour l'Afrique. C'est cette oligarchie internationale. Je vais revenir ici, donner la parole à Dalvaris. Je ne veux pas que ça ressemble, parce que j'ai aimé l'introduction de Paul Nkeng, parce que beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est un reproche ou alors, mais on a l'impression que le problème que traverse le Tchad actuellement, il est imputé à son président, ce qui serait normal, c'est lui le dirigeant. Mais les efforts que fait Idriss Déby sur le terrain nous permet de croire un peu en lui, comme le disait un Africain dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Idriss Déby a réduit le rôle économique de l'État et il a libéralisé l'économie, on le sait, un pays qui traditionnellement vivait de la rente d'hydrocarbures, vous le savez mieux que moi, et il a modernisé des infrastructures héritées du colonialisme. On peut citer beaucoup d'autres choses, sans compter son action dans le territoire, la sous-région. Les Camerounais sont au courant de son intervention dernièrement. Sur la monnaie, nous allons revenir. Il est catégorique, même si pour le moment ce sont encore des discours, mais il aime que en 2016, avec cet homme, même si le délai est court et que beaucoup d'autres choses sont en jeu, quelque chose pourrait quand même bouger, changer. Je suis très d'accord avec vous, Alain Michelna. Ce n'est pas de la campagne que l'on fait pour le président Déby. Comme on le dit, les faits sont têtus, les commentaires sont libres. On le voit dans les actes. Je prends une petite anecdote très très simple. Il y a de cela quelques semaines, j'étais dans un très très grand hôtel en N'Djamena. Tous les fruits, tous les pâtés sont cultivés ici, là, au Tchad. Pour dire quoi? Pour dire il y a un encouragement de l'État aux petits entrepreneurs, aux petits agriculteurs, pour non seulement diversifier les sources budgétaires de l'État, en dehors du pétrole, mais aussi et surtout aider à une certaine autonomie alimentaire au Tchad. Ça, c'est au niveau interne. Au-delà, vous avez cité le président de l'Union africaine. Il a pris une mesure que nous attendions depuis longtemps. Il a soutenu le fait que ce n'était pas nécessaire que l'on envoie des troupes de l'Union africaine au Burundi. Car certaines personnes Fatangais étaient prêtes à envoyer des troupes au Burundi, même contre l'avis du gouvernement burundais. Il a dit, privilégions le dialogue. Bien sûr. Envoyons d'abord, privilégions la voie du dialogue. Comment? Et pas n'importe quelle délégation. Une délégation avec les hauts présidents africains pour aller s'enquérir des réalités sur le terrain. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce que les médias mainstream racontent tout le temps, il y a un génocide en préparation. Il y a un génocide en préparation. On est en train de massacrer les gens. C'est parfois extrêmement différent de la réalité. Surtout qu'il y a un rapport secret du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rapport est censé être secret, qui demande les réfugiés burundais qui sont là-bas, leurs armées pour aller attaquer le Burundi. Mais je vais dire un fait qui m'a particulièrement touché par rapport à la personnalité du président Déby. Déby était le premier leader africain à prendre clairement position en 2011, au début de la crise libyenne, quand on voulait faire chuter le régime de Kadhafi. On s'en souvient. Il avait dit clairement, si vous faites chuter le président Kadhafi, nous allons dit qu'il a réagi comme un prophète. Parce que ce qu'il a prédit, c'est entièrement réalisé. Et surtout, n'oublions pas, il s'est même dit
que le président Déby n'est pas seulement resté au niveau des paroles, il est allé même dans les actes. Il dit même, je dis au conditionnel, qu'il aurait envoyé même des hommes combattre et aider Kadhafi. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Kadhafi, c'est quelqu'un dont l'Afrique a besoin. Compte tenu de ces faits d'âme, compte tenu de l'expérience... Également, mais les Africains pensent que il peut poser des actes qui posent des bases quand même d'un réel changement en Afrique. Et on a parlé de la délégation, hein, il faut dire qu'elle est constituée de Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Ali Bongo fait partie de la délégation du Gabon, et puis il y a le Premier ministre, je pense, qui est chargé d'aller discuter avec le président Nkurunziza, justement, en vue de parvenir à un consensus. Pasteur, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Afrique en cette année 2016 avec le président Idriss Déby, nous en tête de l'Union africaine? J'aime souvent, merci beaucoup Alain Michel Yedna, j'aime souvent à le dire, se décrète pas. C'est-à-dire que... Pasteur, oui. Vous allez permettre, hein, avec votre permission, ne perdez pas le fil de vos idées. Oui. Je retiens que vous avez commencé par une citation, être grand homme, ça ne se décrète pas. Nous voulons prendre l'appel du pasteur Soa. Pasteur Soa depuis le Ghana. Bonsoir pasteur, nous vous écoutons. Ce soir, ta voix ne sait pas trop, mais ça ne fait pas du bien. Mais que Dieu te soutienne dans le cadre homme de Dieu. Je voudrais dire également que le sujet concernant Idriss Déby, nous ne faisons pas sa propagande, nous ne faisons pas sa publicité, nous ne faisons pas sa campagne. Mais je vais vous dire que Idriss Déby était un homme de cœur, était un homme digne. Pourquoi? Écoutez-moi, parce que c'est quelqu'un qui a un cœur de réconcilier. Et il veut réconcilier toute l'Afrique. Et il a la volonté d'unir. Et il a la volonté du pan-africain, c'est-à-dire l'unité africaine. Idriss Déby est un grand. C'est un grand. Et cet homme-ci n'était pas Dieu allait nous le donner avec force. Parce qu'aujourd'hui, il fait le nôtre là. Dans l'état de l'isolationnisme. Idriss Déby veut que l'Afrique ne soit plus dégradée. Il veut que l'Afrique sorte également dans l'état de dégénérescence. Donc, cet homme a soutenu. Je demande pardon aux Africains, je demande pardon aux chefs d'État d'être auprès de cet homme et de venir à son aide parce que nous sommes fatigués. Les Africains nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés partout dans le monde. Même en Afrique, nous sommes humiliés. Est-ce que l'appel est toujours en place? Bonsoir. Nous allons revenir rapidement, pasteur. Oui, vous aviez la parole. Oui, je suis en train de dire... Un grand homme, ça ne se décrète pas. Voilà. Être grand, ça ne veut pas dire qu'on mesure 3 mètres de long. Être grand, ça ne veut pas dire qu'on mesure 6 mètres de long comme les démons ou plus encore. Être grand ne voudrait pas dire qu'on a atteint 100 ans. Mais là, on a tout simplement pris de l'âge. Hein? Être grand ne veut pas dire qu'on pèse 150 kilos. Être grand, c'est avoir la capacité sociétale. Est-ce que M. Idriss Déby Itno regarde le premier point qui est la vie de son peuple? Et là, tout de suite, nous allons dire oui. Ce code-là, il le regarde avec beaucoup d'intérêt. Vous voyez un peu, ces mercenaires, pour une insurrection, je ne sais pas comment, ça s'est retrouvé rapidement aux portes du palais comme ça, mais on a compris que, donc, c'est comme ça que les impérialistes travaillent. Mais nous retenons que M. Idriss Déby est très courageux. Donc je dis que ce premier, soutenu par des Français, démontrait à Mondovision que cette monnaie dessert tous les peuples du continent africain. Ceux-là qui l'utilisent. Ça, c'est intéressant à retenir. Il ne faut pas que les choses passent comme ça et qu'on ne retienne pas. Ça, c'était une leçon, c'était un cours magistral qui développait et nous avons retenu cette leçon. Donc cette monnaie, elle doit être mise dans la poubelle. Ce que moi je voudrais dire, c'est que le président Déby, en fait, doit être accompagné. Moi, je prie pour qu'il ait véritablement un bon soutien des autres chefs d'État. Et là, j'interpelle le président Macky Sall, qu'il comprenne vraiment ce cri, parce que aujourd'hui,
en Afrique, nous avons, face à des défis souvent, véritablement une main forte à ce monsieur. Et nous allons voir ce qu'ils pourront réaliser. Parce qu'on a déjà tué Kadhafi. Voilà Thomas Sankara qui aujourd'hui, sa vie est une école pour non seulement les intellectuels, mais tout le peuple. Parce que seul, il ne pourra pas. Et le mandat étant donc très court, nous, on l'encourage vraiment qu'il continue dans sa lancée. Merci. Tout le peuple d'Afrique est derrière lui. Merci beaucoup, pasteur. Madame Caroline, depuis les Pays-Bas. Bonsoir, madame. D'accord. Allô, bonsoir, monsieur Alain Michel Yetna. Bonsoir, les éminents pasteurs. Faire beaucoup de choses. Et la première chose que je lui demanderais, franchement, c'est d'envoyer des observateurs dans le procès des sœurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, que les avocats de Maître Mbemba avaient demandé la récusation du juge CT. Excusez-moi, je ne pourrais pas dire son nom pour question de confidentialité, mais le procureur s'était opposé à la demande de récusation du juge, qualifiant l'appel de la défense de fantaisiste et de tentative de maîtriser la procédure de la phase préliminaire. Contre-interrogatoire sur les questions directives. Nous constatons clairement la prise de position du juge président CT en faveur de l'accusation, ce qui est déjà une impartialité. Vous voyez le manque d'impartialité. Je pense qu'il serait très important que le président Déby, comme il est le président en exercice de l'Union africaine, de prendre cette chose dans le développement et le respect des droits de l'homme sur le continent africain. Malheureusement, je vous ai suivi en fin de programme. Je suis désolée, c'était problème technique. Je vous souhaite bonne soirée et merci de m'avoir... Bonne soirée, Madame Caroline. Bonne soirée, chère Madame Caroline. Merci de nous avoir appelés. Nous avons certainement un autre appelant. Bon. D'accord. On ne s'entend pas du tout, cher monsieur. Je ne sais pas si vous êtes parti, mais vous pouvez revenir. Quand on vous dit que vous avez la parole, parlez sans interruption, sans vous arrêter. Je vous en prie. Un autre derrière. Bonsoir. Bonsoir aux indépendantistes africains. Bonsoir aux créateurs du Front des colonies françaises d'Afrique. Alors, moi, il nous fasse tellement de choses, mais c'est bien. Mais moi, je lui demanderais, au lieu de penser à toute l'Afrique, vraiment qu'il commence déjà par le Tchad simplement. Qui demande aux Français, qui profite de la tribune de l'Union africaine pour demander aux Français qu'est-ce qui se passe pour l'arche de Zoé, je ne sais pas comment ils avaient appelé cette histoire, où jusqu'à présent nous n'avons pas le dénouement de cette affaire. Tous ces violeurs qui étaient venus au Tchad sont en liberté en France. Vraiment, lui donner des rôles tellement importants, ce serait dangereux. Première chose. Deuxième chose, moi je vous dis, l'homme qui contrôle votre poste vous contrôle. Vraiment, ne soyez pas dupes. L'homme qui contrôle votre poste vous contrôle. Il a une armée puissante. Que fait l'armée française au Tchad? Il a une armée au Tchad qui commence par des choses aussi élémentaires. Donc, je pense, hélas, qu'il n'est pas plus puissant que M. Biya, plus puissant que Bongo fils, qui dernièrement a signé, ce père a dit que non, la France, ils auront les relations diplomatiques. Après, il reçoit le Premier ministre français, il demande que non, ça va, il n'y a plus de problème. C'est ça la situation de l'esclave. Nous, à l'Élysée, il faudrait que vous compreniez contre lui. La France a décidé de fermer les comptes en Côte d'Ivoire. La France a décidé de sortir la Côte d'Ivoire de la baisse, comment ils appellent la banque là, en Afrique de l'Ouest. La France a décidé, Sarkozy a dit devant les télé, que Gbagbo exagère, il faut qu'il quitte le pouvoir, lui et sa femme. Voilà ce qu'un président français peut dire de notre président, qu'on ne pense pas aux choses élémentaires, c'est-à-dire sortir du franc CFA, l'indépendance de l'Afrique. Quand vous parlez des choses, je ne sais pas, vraiment, il ne peut pas grand-chose. Je regrette. Mon rêve, c'est qu'ils s'affranchissent de ces gens. Mais, comme dit... Président de l'Union africaine. Et donc, nous allons prendre encore des appels. Bonsoir, monsieur ou madame. Merci de nous rejoindre. Vous avez presque tout dit. Il est bien vrai que c'est à peine que je suivais votre débat et c'est plus que nous avons le problème des images et de son, quoi. Moi, je pense que ce que l'Union africaine doit d'abord faire, c'est de créer une cour africaine. Il n'y a personne
Donc, vous devez aussi penser déjà, nous devons penser déjà que chaque État, plus précisément sur l'Afrique centrale, doit déjà penser à créer leur monnaie. Si c'est le Tchad qui est en première ligne pour créer sa monnaie, elle est la bienvenue. Et le Cameroun doit suivre. Et surtout, j'aurais voulu que ce soit le Cameroun qui... Les Asiatiques sont organisés. Et ce n'est que chez nous, en Afrique, là, que ces pays-là, la France se vante beaucoup, accompagnée des autres aussi. C'est chez nous, rien qu'en Afrique noire, plus précisément. Donc, nous avons beaucoup à faire. Et je dis à mes frères, surtout mes frères noirs là, que laissons un peu le jeu des mots. Si on refuse d'être ensemble, nous accorde pas tellement, on nous accorde pas ça ici, hein. Que Allah vous garde. Que Dieu vous garde également. Merci de nous avoir appelés. Nous allons enchaîner avec une autre personne. Bonsoir. Oui, bonsoir à ceux qui bonsoir le panel. Concernant le pays au Japon ici a un empereur. Son fils a au moins 200 ou 600 policiers qui le gardent. C'est l'agent de l'État. Personne n'a dit que les Américains et les Français sont les soldats du monde. Alors, il est hors de question que l'Afrique continue à être... Vous, cher monsieur, de nous avoir appelés. Rapidement, nous enchaînons avec un autre appel. Bonsoir. On me signale quand même un appelant à l'autre bout. Alors, bonsoir. Concernant le Idriss Déby. Idriss Déby, même si c'est quelqu'un qui a la volonté de faire de l'Afrique, sortir de l'Afrique ou créer la monnaie, concernant la monnaie, il y aura toujours des présidents qui vont le torpiller. Soyons-en sûrs que Idriss Déby va vouloir faire et puis vont détruire l'idée de M. Déby. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est ce qui se passe à la CPI. Le continent africain en train de voir ce que l'Europe, témoin encagoulé, tout est encagoulé et on voit avec nos propres yeux, il n'y a même pas un qui lève son petit doigt. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Mais on va toujours être derrière ces gens-là. Vous voyez, ils sont en train de mentir devant les yeux de l'Afrique. Devant tout le monde. Il n'y a pas un qui lève ce qui se passe. Il n'y a pas un président qui va lever son petit doigt pour dire la France, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais on est là, nous les Africains, il n'y a pas un qui se lève. On devait même manifester partout pour qu'on libère monsieur Gbagbo parce qu'il n'a rien fait. Si c'était les Arabes, là, il y a longtemps, on a libéré Gbagbo. Merci de nous avoir appelés. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec une ou deux personnes parce que à cette allure, nous ne terminerons jamais avec cette émission, tellement ils sont nombreux. Bonsoir, monsieur ou madame, merci de nous rejoindre. Bonjour. Oui, je vais te sur la Côte d'Ivoire. Je t'appelle la Côte d'Ivoire du monde, je vais te ça pour médias. Oui, moi je peux intervenir. Écoute, cher monsieur. Je m'appelle Aimé Daniel. Je vais intervenir. Je ne sais pas que je fais comment. D'accord. Il faut raison garder. Parce que quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il ne veut pas donner, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. C'est un mandat d'1 an et nous connaissons les conditions, les capacités réelles de l'Union africaine. Nous savons que c'est un fait valoir. Moi, j'analyse son régime, son système politique. J'appelle ça le bonapartisme éclairé et panafricanisant. C'est un bonapartisme éclairé et panafricanisant. Bonapartisme éclairé parce que personne depuis qu'il est arrivé, ce pays a connu la plus longue période de stabilité
Et nous savons que c'est la base pour programmer un développement, c'est la base pour se projeter. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle l'institutionnalisation. Merci, Madame Michel, du président, servent de socle à la reconstruction du pays. Et servent aussi de levier à une diplomatie et une solidarité régionale très active. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu aussi un peu en Centrafrique. Alors il y a le bonapartisme panafricanisant. C'est-à-dire que le positionnement panafricaniste du président Déby est incontesté, qui subitement se retrouve aux portes du palais présidentiel. Et lorsque ces messieurs de l'Arche de Zoué ont été libérés, la rébellion a suffisamment disparu. Là encore, par cette action, il y avait une manifestation sur le plan mondial. Quand ce débat se pose, lorsque la résurgence du panafricanisme sur le continent n'est pas encore une réalité, telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, sur la question des revenus pétroliers, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, décide de renforcer la sous-utilisation. Et enfin, il y a la question du franc CFA. Cette sortie publique pour prendre position en faveur du franc CFA est un acte panafricaniste que personne ne peut contester. Moi, ce que je vais demander au président Déby, si j'ai une tige que je vais lui demander, en tant que président de l'Union africaine, Alain Michel Yéna, la Centrafrique a été transformée en Sodome et Gomorrhe au vu et au su de tous. C'est-à-dire que les militaires français et onusiens violent les enfants. On en parle au quotidien. Ils violent les enfants. Et pendant qu'on en parle, silence. Silence total. Donc, nous demandons à l'Union africaine de diligenter au moins une enquête. Que l'Union africaine, sur le président Déby, diligente au moins une enquête sur les enfants qui sont violés mineurs en Centrafrique. C'est très grave. Une partie du contingent français dans le cadre de l'opération Sangaris. C'est pour ça. Donc nous demandons simplement, nous lançons un appel au président Déby pour que l'Union africaine diligente une enquête sur le viol généralisé des mineurs en Centrafrique par l'ONU et les soldats français. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on peut difficilement nier que monsieur Déby ne soit pas impliqué dans les affaires de paix et de sécurité. C'est quand même l'un des rares chefs d'État africains à être vraiment impliqué dans les affaires de paix et de sécurité. On l'a vu, n'est-ce pas, dans l'opération de Serval, que la France l'a invité à intervenir, puisque elle-même, la France, pays colon, non. Mais je pense que la vraie question qui se pose en ce moment, d'ailleurs, je dois dire que M. Déby me fait penser beaucoup à M. Tombalbaye, le père de l'indépendance tchadienne, parce que je pense que véritablement, même si l'environnement n'est pas suffisamment propice, il faut néanmoins reconnaître que M. Déby, comme l'a rappelé le président Balakane, ne pourra strictement rien faire. Et d'ailleurs, je déplore le fait qu'il y a une espèce de similitude entre l'année de mandat de l'Union africaine et celle de l'Union européenne. La présidente, pas la Commission, parce que la Commission est assurée pour 4 ans par la Sud-Africaine, Madame Zuma, alors que la présidence tournante, c'est comme celle de l'Union européenne. Quand on voit que la seule mission de maintien de la paix, la MISOM, la Somalie, que l'Union africaine gère en Somalie, qui est la seule mission où est présente l'Union africaine, cette mission-là est financée par les bailleurs de fonds de l'étranger, et en particulier l'Union européenne. Donc il y a une question véritablement fondamentale de l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Tant qu'il n'y a pas cette indépendance, l'Union africaine a intérêt à s'autofinancer. Parce qu'aujourd'hui, elles suivent les instructions de l'Union européenne qui a intérêt, malheureusement, à ce que l'Afrique soit perpétuellement dépecée. Donc, il faut qu'on arrête de jouer les dindons de la farce, parce que nous avons quand même une mission. C'est quand l'Union africaine et l'organisation de l'Union africaine de l'époque, et évidemment, on essaie de tourner en rond, on tourne les Africains en ridicule.
Parce qu'en vérité, tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, on ne pourra pas malheureusement espérer grand-chose. Il faut une refonte. Ou alors, moi je pense qu'aujourd'hui, M. Déby serait d'autant plus courageux que s'il disait que je n'ai pas les moyens de ma politique africaine, il devait faire l'Union africaine. On nous prend vraiment pour des moutons, les dindons de la farce. Il faut qu'on arrête de jouer aux dindons de la farce. D'accord, merci beaucoup. Nous allons rapidement au Tchad, donner la parole à M. Mbete. Monsieur Mbete, sur la question de la position, du positionnement, alors de l'élision de M. Idriss Déby Itno comme... Merci à Michel Etna. Pour répondre à votre question, je voulais d'abord situer les aspects de l'homme qui, moi, personnellement, me séduit. Et beaucoup de gens demandent si je suis son partisan, si je suis dans son parti, c'est non. Mais vous savez, le grand leader mondial de la pensée, moi, le président Déby m'a séduit sur les aspects militaires. Vous savez, si aujourd'hui, la France a Napoléon Bonaparte qui a déjà été cité, à Général Leclerc, l'Allemagne a le général Rommel, Fidel Castro pour le Cuba, au Tchad, nous avons Déby. C'est le monsieur militaire. Vous avez une analogie, une centaine de tanks pour appuyer l'unité de Jonas Savimbi et prendre la capitale, Luanda. À l'époque, Castro n'avait envoyé que quelques instructeurs. Et le président actuel, Dos Santos, a appelé Fidel Castro pour lui dire, mais ça y est, c'est fini. Prépare-moi, j'irai en exil parce que les Américains ont décidé d'envahir l'Angola. À l'époque, c'était le président de la Fédération de Russie. Il a dit, j'ai besoin de 12 typologues et envoie-les-moi avec des tanks et des armes anti-tanks. Les soldats sont prêts. Il faut qu'avant 24 heures, ils arrivent à Luanda. Et vous savez, l'intervention cubaine est arrivée à Luanda avant 24 heures quand il a reçu le coup d'appel de Dos Santos. Pour dire que Déby est un homme, c'est d'abord pour son leadership militaire. Et si vous voyez aujourd'hui l'Afrique a été terrassée, c'est d'abord militairement. Vous savez, la politique, c'est d'abord le royaume de la force. Tant qu'un pays, vous voyez, pour nous sociologues là, l'État, c'est l'ensemble des appareils répressifs qui consolident le territoire. Et sur les 1 284 000 km², vous savez, Déby est le seul. Ce n'est pas des petits politiciens qui cherchent à manger. Il a suivi un appel de Dieu. Et il dit, ces grands hommes-là, selon Bismarck, c'est des gens qui tendent leurs mains pour écouter les pas du Dieu qui passe et juste saisir le bout du manteau divin. Et je crois, Déby, les Aïyo, tous ces grands hommes ont été appelés, et comme on le dit, le pasteur ne va pas me contredire, toute autorité vient de Dieu, tout appel de grand leadership, chômage, oui, c'est vrai, la monnaie, ce n'est pas en un an qu'il va le faire, il ne pourra pas faire de miracles, mais je crois qu'il posera les bases, certes, de l'amorce et de l'émergence de l'Afrique, et je crois qu'il faut lui faire confiance. C'est vrai, les opposants de bonne guerre trouvent que c'est malvenu parce que ça l'aidera à être élu. Eh bien, s'il est élu, tant mieux. Mais s'il n'est pas élu, nous allons, en tant que pays du Tchad, conserver le... Sur ce sujet, professeur Sitak, nous vous écoutons. Michel, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, hein, seulement sur la forme. Sur la forme, je voulais simplement rectifier une chose. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention parce que sur le plan juridique, il faut qu'on respecte nos institutions. Commençons à respecter nos institutions et nos institutions républicaines pour que les autres puissent également les respecter. Si ce qui s'est arrivé en Côte d'Ivoire aujourd'hui a commencé parce que justement les gens ont boycotté, ont commencé à boycotter leurs institutions. Et ils ont ouvert le président Déby qui prend la tête. Le président Déby est en exercice. Il n'a pas terminé son mandat. Je ne sais pas d'où sortent ces distractions. Parce qu'une fois de plus encore, arrêtons de répéter ce que certains médias veulent bien nous faire croire. Ça, c'était la mise au point que je voulais faire. Je pense qu'on ne reviendra plus sur ce débat-là parce que c'est une distraction de plus. Mais à commencer à le dire, il y a des réformes internes au niveau de l'Union africaine, des réformes sur la méthode. Il a cité lui-même. Il faut changer les méthodes de travail à l'Union africaine. Si on veut que l'Union africaine soit efficace et efficiente. Il y a aussi cette histoire de la CPI dont on a parlé, ou ce machin, comme dit mon frère Badakani. Je pense qu'il doit initier également très rapidement un processus de départ d'Afrique de cette histoire. Le temps ne nous permet pas. Ces 2-3 choses, s'il peut déjà le faire. Badakani a parlé de la Centrafrique. On pourrait également, n'est-ce pas, ajouter également un dernier point. C'est en ce qui concerne, n'est-ce pas, la question de Burundi. Si on peut très rapidement régler cette question-là,
et faire en sorte que les Africains s'unissent et puissent, n'est-ce pas, respecter leurs institutions, les institutions qu'eux-mêmes sont données pour que les Chinois, les Européens, les Américains respectent. Quelqu'un a cité tout à l'heure les accords que, n'est-ce pas, la métropole signe souvent avec les États africains. Est-ce que vous savez qu'il y a la résolution 1503 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est une résolution signée par tous les États, n'est-ce pas, qui sont dans ce qu'on appelle la communauté internationale, qui donne le droit à tous les États d'avoir la souveraineté sur leur territoire, sur leurs ressources et tout et tout. Et cette... nous allons dire que la présidence de Déby, le mandat d'Idriss Déby à l'Union africaine, tout simplement s'annonce comme un long combat. À quel défi doit s'attaquer le président tchadien en priorité, d'après vous? Et une question incidente, je vais le dire comme ça, la présidentielle tchadienne qui s'annonce au printemps, d'après vous, va-t-elle compliquer la tâche à Idriss Déby Itno? Rapidement. Mais c'est vrai que vous savez que je passe beaucoup de temps à animer de nombreuses pages sur les réseaux sociaux, via Facebook, via Twitter, via Scoopit, via d'autres choses. Eh bien, les Africains sont heureux. J'ai publié plusieurs articles, notamment j'ai donné la parole à d'anciens kadhafistes pour dire notre bonheur personnel de voir un défenseur de la Jamaïria libyenne. Ce nouveau panafricanisme qui essaye de relancer la construction africaine. Moi, mon point de vue, ce n'est pas du bonheur, c'est de la satisfaction, ce qui n'est pas la même chose, mais c'est surtout évidemment une analyse politique qui me conduit à dire que pour une fois, les choses pourraient changer et changer rapidement à la tête de l'Union africaine. Elle l'a dit Addis Abeba. On a vu le dossier du Burundi se débloquer. L'abandon de cette honteuse proposition qui était en suspens d'envoyer des troupes pour participer à l'agression d'un gouvernement africain agressé au Burundi, ça c'est fini. La solution de l'Union africaine sera diplomatique, à moins évidemment que l'on suive la proposition du ministre des Affaires étrangères du Burundi, c'est-à-dire effectivement et les escadrons de la mort depuis le mois de juillet au Burundi. Idriss Déby Itno, à part ce dossier, qui est un dossier moins brûlant qu'on ne le dit, parce qu'il est brûlant, il n'y a pas de risque de génocide, il n'y a pas ces choses. Ça, c'est la propagande de Washington, de Paris et de Bruxelles, qui effectivement s'y connaissent en génocide, puisque les génocides nombreux du Rwanda et du Burundi dans les années, en acceptant élu président d'y comparaître, en acceptant que le vice-président du pays y comparaisse actuellement, les débats tournent mal, il faut le dire, dans le procès Rutkoy, donc du vice-président, et donc c'est peut-être une des raisons du virement de Kenyatta. La CPI, en sortir, ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a quelque chose, évidemment, qu'il faut expliquer aux Africains, parce qu'il faut de parlement, etc. Il faut donc que ce dossier soit cadenassé par Idriss Déby Itno lui-même, et je vais dire qu'il aille forcer quelques bras. Parce qu'aller crier haro contre la CPI dans un dossier à Addis Abeba, dans une ambiance d'euphorie générale, et ensuite faire face aux pressions de La Haye, de Washington, de Paris et des autres, en termes d'exportation, avec le chantage à l'aide au développement, c'est tout à fait autre chose. Les Occidentaux, et particulièrement les Belges, les Français et les Américains, sont des spécialistes de ce genre de chantage. Dans les autres dossiers brûlants, il y aura la pacification, évidemment, de la Centrafrique. Il y aura le problème, évidemment, c'est l'autre dossier brûlant du Mali, de Daesh, et qui n'est pas, comme je l'entends malheureusement répété souvent, notamment sur les plateaux d'Afrique Média, un danger en voie de révolution, mais au contraire, une menace de plus en plus solide et de plus en plus précise, précisément parce qu'aujourd'hui, Boko Haram, ce n'est plus une secte, passé groupuscule militaire, passé menace militaire, c'est un émirat, un état de facto, elle va être très importante, elle va être quelque chose qui va être un véritable challenge permanent. Il faut dire une dernière chose, c'est qu'on va voter au mois de mars ou au plus tard au mois d'avril au Tchad, il y a une élection présidentielle, et pour que tout ça se fasse, il faut qu'Idriss Déby Itno soit réélu. Il y a discrètement mais réellement des réseaux de déstabilisation. Et donc, il y a un groupuscule de jeunes équivalents aux balais citoyens, il y a des ONG, il y a tout ça.
Le régime est solide, mais il est toujours fragilisé par la guerre terroriste. C'est ça son but aussi. Et donc, il est bien certain que la carte principale des Occidentaux, aussi bien de Washington que de Paris, ça va être d'essayer tout simplement qu'Idriss Déby perdre les Africains, à se mobiliser derrière le président du Tchad, mais surtout à arrêter de croire la propagande occidentale, les médias occidentaux, à cesser de suivre la thématique occidentale, bonne gouvernance, alternance, changement de régime, tout ça n'ayant qu'un but, c'est de chasser les chefs d'État africains qui s'opposent encore timidement, mais de plus en plus fermement chaque jour. Vers le président Déby pour le pousser à faire ce qu'on attend de lui. Bonsoir les cousins du Cameroun et du Tchad. Le président Idriss Déby a une lourde mission et les délais sont trop courts. Nous devrons le soutenir. Nous devrons développer et proposer des stratégies percutantes pour l'atteinte des objectifs, des objectifs qui lui sont assignés. Je pense qu'il peut compter sur la sagesse des panélistes d'Afrique Média et des intervenants, à l'exemple de Caroline et les autres. Bonne chance, Monsieur Déby, c'est Michel Eyango qui a envoyé ce message. Nous allons donc, mesdames, messieurs, rapidement prendre l'élément qui va planter le décor du troisième sujet qui ne sera pas long parce que... Les continents ont connu la colonisation occidentale. Aujourd'hui, la question qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive dans les chaumières, les rues ou encore les médias en Afrique et au-delà est celle de savoir si cette colonisation a été un bienfait pour le berceau de l'humanité. À ce propos se dégagent deux camps, ceux qui affirment que ce fut une chose positive et d'autres qui pensent le contraire. Pour les partisans de la colonisation, à l'instar de l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy, de plus, ce développement déjà limité était fait pour servir la métropole et prenait souvent la forme d'un pillage en règle. On pourrait ainsi parler de l'hyper-spécialisation des économies des colonies, très dommageable une fois l'indépendance arrivée. De nos jours, le poids de l'histoire coloniale dans l'historiographie des anciennes puissances prend le relais des explorateurs et des aventuriers et s'engage dans la course au drapeau. C'est ainsi que l'Afrique noire, considérée comme une terre sans maître, fait l'objet d'un partage à la fameuse conférence de Berlin en février 1886. À la fin du XXe siècle et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale au début du siècle suivant, commence définitivement la colonisation de l'Afrique avec pour capitale Dakar, créée en 1895, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, avait pour capitale Brazzaville, créée en 1910, à quoi s'ajoute Madagascar. Concernant les Britanniques et les Portugais, ceux-ci s'efforcent d'attirer des fermiers blancs sur les plateaux fertiles de leur colonie. Ils y réussissent assez bien, en particulier au Kenya et dans les Rhodésies, ainsi qu'en Angola. D'abord, en ce moment, nous ont été laissés et beaucoup d'autres choses, les écoles et consorts. Alors, nous allons prendre l'avis très succinct, je vais dire. C'est un sujet important que vous avez souhaité, mais je vais vous prier d'être très bref parce que le temps est normalement dans une vingtaine de minutes. Allô, mon cher Alain Michel, permettez-moi de vous dire tout simplement que la colonisation pour l'Afrique a été et que la mathématique est née en Afrique, soit avec les ossements d'Ishango, on peut situer ça dans le Congo, dans le moyen Congo, ou alors dans l'Égypte antique. On se pose des questions. On sait que l'Afrique maîtrisait déjà un certain nombre de techniques que l'Europe ne maîtrisait pas à cette époque. Que ce soit l'égrégation, de destruction des structures sociétales et traditionnelles. Donc on ne peut pas encenser la colonisation, parce que la colonisation nous a apporté trop de tort. Le besoin crée l'outil, je l'ai toujours dit. Nous sommes en Afrique. S'il n'y avait pas eu de colonisation, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui en termes de... Ce sursaut que l'humanité doit faire pour se sauver face aux méfaits du capitalisme, donc on se pose des questions, on dit non. Pour moi, j'ai dit non, la colonisation, l'impérialisme et le capitalisme sont venus en Afrique pour plutôt nous détruire. Ils n'ont pas fait assez de bien. C'est en substance ce que je peux vous dire pour vous répondre, M. Alain Michel Yedna.
Ce dont je dois parler désormais pour vous sortir un peu de vos gangs. Merci, Monsieur Mbami. Nous allons très rapidement passer la parole au professeur Sitak, je vais dire, à la lumière d'un propos de Mbami de Fauchada. Professeur Sitak, est-ce que vous pensez également que nous n'avons reçu que du négatif de la colonisation? Ceux qui disent que Bon, nous avons l'école et l'éducation aussi. Hein. Non, Alain Michel, je pense que tel que posé comme je le lis, hein, la question, la colonisation a-t-elle apporté quelque chose de positif à l'Afrique? J'ai l'impression de dire oui, Alain Michel. Et donc, du coup, vous avez raison de dire que la colonisation n'a pas apporté que du négatif. Je convoquais l'autre jour l'ouvrage du sociologue Georges Balandier, La sociologie actuelle de l'Afrique noire, qui était un ouvrage qui a été commis pour expliquer un peu, qui a écrit un ouvrage, mais vraiment, je pense qu'on aura une autre émission vraiment pour parler de ça. Le titre, c'est « Relations Nord-Sud, un grand scandale, le cas de la RDC et des francs des pays de la zone franc-CFA ». C'est un ouvrage qui a été préfacé par le député fédéral belge, Louis Laurent, où là, vraiment, tous les sujets que nous avons abordés ce soir, donc il sait de quoi il parle. Il a été même directeur commercial à la Banque congolaise du commerce extérieur. Aujourd'hui, il est en Belgique, et entre la Belgique et puis les deux Congos. Et donc, il nous donne non seulement un peu les causes, hein, les vraies raisons, mais également tous les avantages et les inconvénients de la colonisation, mais il nous propose également des solutions, comment en sortir. C'est pour ça que je pense du positif. Donc, vous avez raison, il y a l'école, il y a la santé, mais il y a quand même bien d'autres choses. Mais est-ce que nous devons en rester simplement à ça? Est-ce qu'il n'est pas temps pour que nous puissions, n'est-ce pas, réécrire, n'est-ce pas, notre histoire de la colonisation? L'Afrique ne peut s'en sortir que si elle se prend en charge, une fois de plus, et elle avance. D'ailleurs, ici, que la colonisation nous apportait des choses positives. Ça n'a pas été le cas. De toutes les façons, nous retenons votre point de vue. Que la colonisation nous a quand même apporté l'école, les habits et consorts, et peut-être le bon français que nous parlons. Notre confrère qui est sur le plateau avec vous, Monsieur Kamalo Salif Tourabi, va partager votre point de vue, Monsieur Kamalo. Merci, monsieur Alain. Maintenant, la colonisation, bien sûr que vraiment la colonisation nous a apporté quelque chose de peu, mais vous voulez donner quelqu'un à manger le poisson, il faut lui montrer comment pêcher ce poisson. Et finalement, quand nous nous remontons dans l'historicité même de la colonisation, avec tous les malheurs que l'Afrique connaît aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la colonisation finalement ne nous a rien donné et on nous a appris comment s'habiller, comme vous et moi, nous sommes habillés en costume, d'une manière. Si l'Afrique avait eu l'opportunité de faire vraiment ses bases dans le développement de ses langues, de sa culture, de toutes ces richesses qu'elle disposait, avec tout ce que nous en avions, comme l'Afrique étant le berceau de l'humanité, je pense que nos intellectuels, que la colonisation a amené à tuer, à enterrer vivant quand nous commençons à citer nos zéros, que la colonisation, avec la cellule, si vous voulez aider quelqu'un, parce qu'il en manque de quelque chose, il en manque d'une connaissance, il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être solide, implanté dans son environnement. L'environnement là n'a pas été lieu dans cette colonisation, et je pense que même bien avant les écoles, je pense que tout venait progressivement. Hein. Si l'Afrique n'était pas colonisée, construite, ils n'ont pas été colonisés. Et ils ont résisté à la résistance, à la pénétration. Je pense que si l'Afrique francophone ou l'Afrique entière avait eu cette possibilité, je pense que, vu notre compétence intellectuelle, nos facultés et notre courage, surtout que c'est dans nos bras valides qui a été puisé pour construire les Amériques, quand on se passe la main sur, on aurait pu quand même mettre son développement, sa civilisation, et surtout la civilisation.
Merci, monsieur Kamalo Salif Tourabi. Malheureusement, nous courons après le temps. Nous retenons de vos propos que la colonisation a plus ou moins apporté quelque chose de positif à l'Afrique. Nous allons interroger. C'est négatif, mais le bilan est totalement désastreux. Mais néanmoins, maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu de positif, et là un regard critique s'impose. Le premier point de regard positif, c'est les leçons de la défaite de l'Afrique. On a été vaincu militairement. Et comme dit le proverbe au Camerounais, si ton frère te dépasse, tu portes son sac. On est en train de porter leur sac. Et il y a un proverbe Saramongo qui dit, celui qui te bat et te terrasse là, il t'amène à labourer là où les gens ont fait le caca. Et donc oui, ça c'est des leçons que nous devons retirer parce que l'échec est un élément important pour réussir. Et dans ce cas, c'est très très important. On nous a imposé des langues. Il y a même la colonisation arabe. L'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol. Bon, c'est des atouts aujourd'hui qui font partie de notre premier dirigeant qu'on avait, n'avait fini que le CM2, mais ils étaient quand même assez bien. L'autre point, c'est les États modernes. Aujourd'hui, si j'ai la carte d'identité nationale tchadienne ou camerounaise, c'est grâce un peu à ce que je peux appeler les prébendes de cette colonisation-là. Et puis ensuite, il y a l'esprit critique qui a manqué un peu à l'Afrique. Et ça, il faut se le dire. Hein. Aujourd'hui, la dialectique est la dialectique en bâtir une Afrique qui émerge. Et enfin, la colonisation nous a appris que nous devons renaître. Parce que nous avons notre liberté de créer l'homme nouveau que le colon n'a pas pu créer. L'homme avec des muscles et des cerveaux. L'homme qui invente un homme que l'Occident n'a pas pu inventer. L'homme fraternel. Et je crois que ça, c'est important. D'accord. Une bonne soirée et au plaisir de nous retrouver très prochainement sur ces mêmes plateaux. Père Noa Sadio, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Non, pas du tout. Vous portez quand même une belle montre aujourd'hui. Ouais. Je pense que, je ne sais pas si on aurait pensé à nous fabriquer ce genre de montre les Africains, si les colonisateurs n'étaient pas venus à nous. Oui, Alain, mon grand-père soignait les fractures mieux que les colons. Quelqu'un est cassé à la lutte. Quand tu arrives chez mon grand-père, du côté de maman, il te traite la jambe. Si c'est la jambe ou la main, elle sera plus solide que l'autre. Mais il n'avait pas de... les Blancs ne savent... Il n'avait pas le scanner pour voir s'il y a des... J'ai dit que les Blancs ne savaient pas soigner la jaunisse. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu as la jaunisse... On nous propose quand même un scanner qui fait la mesure du toucher. Attends, il faut arrêter. Quand tu touches, tu sais que c'est ça qui ne va pas. Et puis je vais vous dire... Les Blancs ne savaient pas soigner la jaunisse jusqu'à aujourd'hui. La jaunisse. Moi, j'ai vécu dans un gros village, oui, dans une grosse forêt en Casamance. On soigne la jaunisse plus facilement que ces Occidentaux. Et puis même, ça c'est des détails, pour venir dans la capitale sénégalaise, et c'était les commerçants. Le mot Djoula, c'est commerçant, du lot. Hein? Nous n'avons pas d'indépendance. Carte d'identité. Quelqu'un a parlé de carte d'identité, mais c'est plus grave. Est-ce que nous, on avait besoin de carte d'identité? Au Nigeria, il n'y a pas. Au Nigeria. Oui, vous circulez. On sait que tu es Alain fils les uns contre les autres. Et ils ont amené... L'Afrique a été divisée tout récemment. Hein? Alors, non, la colonisation, elle est négative. Cheikh Anta Diop, si tu l'approches... négative. Il n'y a rien. Vous parlez des hôpitaux. Mais on soignait nos gens avant que les hôpitaux ne soient érigés. On guérissait les gens. On soignait les gens. Moi, j'ai vu ma tante qui guérissait la lèpre. Et je sais que celle vivait... Il dit quand même que à un moment, le Cameroun est sorti de la barbarie. Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais. Oui, grâce à la colonisation. Je sais que beaucoup de personnes vont revenir sur ça tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord poser la question au Père Sadio. Donne-moi une minute. 30 secondes. Je suis satisfait de l'arrivée de M. Déby à l'OEA. C'est une victoire d'Afrique Média, parce que nous, on a toujours cru et qui continue à travailler. D'accord. Attendez, Père Sadio. Merci beaucoup pour cette intervention. Pasteur, vous qui êtes un homme religieux, parce qu'il y a un domaine religieux qui nous concerne ici, avant l'arrivée, ce que nous avons appris de l'histoire de l'Afrique, c'est qu'avant d'arriver du colon, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'arrivée de la colonisation, du christianisme, nous avons appris à être un peu plus civilisés, à adorer un Dieu unique et puis justement à ne plus sacrifier nos enfants au caïman qui est dans la mer. Oui, merci beaucoup Alain Michel Yedna. Cette question, j'ai toujours eu à répondre à cette question partout où je passe pour donner soit des conférences. Le monde vivait sous l'influence des divinités que eux-mêmes
ils ou bien elles ont, ces peuples, hérité de leur tradition. Donc, les peuples du monde sont influencés par des multiples dieux depuis que le vrai Dieu ne s'était pas révélé aux hommes. Le vrai Dieu décide les religions à l'université de Yaoundé 1 qui s'appelle Biok, Dr Biok. Il est spécialiste en sciences de religion. Nous sommes tombés d'accord sur un seul point. C'est-à-dire que les colons ont apporté les Bibles aux Africains, mais n'ayant pas eux-mêmes la révélation de la parole de Dieu. C'est ça qui pose problème. Et j'étais content que je suis tombé d'accord avec cet homme. Et moi de lui répondre en lui disant, effectivement, je suis d'accord avec vous, parce que ceux qui sont venus enseigner le christianisme en Afrique n'avaient pas la révélation de Dieu. Ils sont venus pour d'autres fins. Donc ils ne pouvaient pas avoir la révélation de Dieu. Mais cependant, Jésus-Christ sauve. Il se lève de son piédestal, il me salue. Avec la Bible, n'avait pas... Il n'avait même pas mandat. Quand vous lisez bien la Bible, c'est Dieu qui appelle pour établir son serviteur. Mais c'est des gens qui ont... Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui les a... Non, c'est des gens qui ont constaté, s'ils avaient même les possibilités de changer certains versets de la Bible, ils le feraient. Et ils le feraient. En l'an 500, après Jésus-Christ, et il y a un empereur romain toujours qui a décidé de brûler toutes les Bibles. Oui, parce qu'il s'était rendu compte que l'effectivité de la parole, c'est la... Donc, ce n'est pas les Occidentaux qui apportent le Christ aux Africains. Non, ce n'est pas ça. Eux-mêmes, ils n'ont enseigné. Et il est écrit également que tous les hommes écouteront, ça c'est la conclusion de la Bible, tous les hommes écouteront les paroles de ce livre et cela, c'est le témoignage que Dieu donne à tous les hommes. C'est un grand thème. C'est un vaste thème. Pasteur, c'est un vaste thème sur lequel nous reviendrons, je le promets, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire... À ces Pygmées. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand mes frères disent que la colonisation n'a rien apporté, parce qu'ils n'ont pas amené la sincérité envers les peuples d'Afrique. Aucune sincérité venant de l'homme blanc. Et c'est ce qui les attriste. Et je suis d'accord avec leur point. Merci beaucoup, pasteur. Je vais passer la parole au président Mbandakani. Rapidement. Président, il y a quelques... Que même les Africains d'un certain niveau peuvent reprendre à leur compte les thèses de Nicolas Sarkozy, dont tout le monde sait que si dans le contexte français, il est un brillant politicien, dans le contexte français, parce que la culture française et occidentale, en général, Sarkozy, c'est un ignorant raciste. Donc quand les gens, les Africains à un certain niveau reprennent ces propos, moi j'ai très mal. On se rend compte une fois de plus que ce n'est pas l'ignorance de l'histoire de l'Afrique n'est pas répandue dans les milieux où l'on croit. C'est même dans les milieux très élevés. Comment est-ce qu'on peut dire que qui sont l'argument suprême, et ça c'est théorisé par Goupandé, l'ancien ministre de Centrafrique, un parfait esclave, qui dit que non, il y a eu transfert de modernité. Il dit transfert de modernité, c'est-à-dire l'école, la santé, les routes, tout ce qu'on raconte là, les choses justifiables. Ballandier, son livre. Donc, il ne faut même pas citer les gens comme ça. Donc, il ne faut pas confondre la dynamique universelle des modes de production. On appelle ça. Des modes de production. Et dans ce sens, ça veut dire que tous les peuples du monde sont mutuellement dépendants les uns des autres. Dans ce point de vue, est-ce qu'il faut rappeler aux Africains que, avant l'esclavage, les Africains étaient comptés en centaines de millions d'habitants. Je dis centaines de millions d'habitants. Le peuple de l'Afrique. Allez lire les ouvrages qui parlent de l'Afrique avant l'esclavage. Comment des centaines de millions d'individus ont pu se reproduire sur des durées longues qui frisent même la durée millénaire. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas leur histoire. Je dis que c'est une abomination. C'est honteux de dire ça. Dire que la colonisation nous a apporté des choses positives parce qu'il nous a apporté la santé, l'éducation, c'est une abomination sur le plan intellectuel, sur le plan historique, sur le plan spirituel. Mais est-ce que la santé et l'éducation ne sont pas des choses positives? Ce n'est pas l'Occident qui nous a apporté ça. Il faut arrêter ça. Jamais de la vie. Il faut arrêter ça. La colonisation de l'esclave qui a enrichi l'Occident. Est-ce qu'il faut rappeler ça? Ça veut simplement dire quoi? Tout ce que l'Europe a aujourd'hui porte la marque du nègre. Tout ce que l'Europe a. Parce que le travail de l'esclavage, Karl Marx appelle ça, c'était un blanc.
de l'émergence économique et historique de l'Occident. Est-ce qu'il faut l'appeler ça aux Africains? Alors, cette affaire d'école et de santé, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'on nous sert aujourd'hui. C'est-à-dire que la France se lève un matin, offre 10 voitures au gouvernement camerounais, avec quelques paires de Rangers, plus une autre forme. Cette affaire, par exemple, de contrat CDT, là, c'est-à-dire le contrat des endettements que la France a signé avec les pays africains, c'est-à-dire que c'est l'argent des Camerounais, c'est l'argent des Africains que la France leur retourne sur eux, c'est-à-dire le bras droit prend ici, et c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui la coopération. Comment tu peux m'aider avec mon propre argent? Comment tu peux m'aider avec mon propre argent? C'est de la fémania. Donc, vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais je vous dis, il n'y a aucun argument scientifique, historique, philosophique. Ancien roi belge, le roi Léopold, qui disait que n'allez pas apprendre aux Africains Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ce qui est vrai pour la religion l'est aussi pour les sciences et les mathématiques. Je rappelle que Thalès, Pythagore, était à l'école égyptienne à Memphis. Ils étaient les derniers. Pendant la période des pharaons. Ils ont appris la mathématique. L'Afrique avait ses propres structures de fonctionnement. Comment peut-on dire que la colonisation peut avoir des effets positifs? En soi, on ne peut pas dire que le nazisme avait le côté positif. L'Allemagne hitlérienne a occupé la France en 1940, de 40 à 43. Peut-on oser poser la question? Oui. Non. Le viol d'un territoire, on viole nos consciences. Et comment peut-on oser penser un instant que la colonisation puisse être positive? Un enfant peut sortir d'un viol. Est-ce qu'un enfant qui sort d'un viol, demandez à la femme qui a été violée le martyre qu'elle a souffert? Non, mais l'enfant est positif. Positif. Même la femme qui vous le dit qu'elle a joui, c'est pas possible. Parce qu'on l'a contraint à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. On viole son intimité, sa conscience, son être profond. D'accord. Donc, je dis simplement qu'il faut que les Africains guérissent une maladie qui est le complexe. Est-ce que le Japon a été colonisé? La civilisation. Donc, il faut que l'Africain se guérisse d'une maladie qui est le complexe d'infériorité. Jules Ferry, un ancien président français du Conseil, dont l'équivalent aujourd'hui du Premier ministre, disait que les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures. On doit les aider. Lui, le colon, qui disait que la colonisation avait des effets. Non, c'est pas possible. Merci. L'Afrique a donné au monde la science, les mathématiques, le berceau de l'humanité. Merci, c'est un sujet ô combien important sur lequel nous allons revenir. Nous allons revenir avec ce sujet peut-être dimanche prochain pour avoir plus de temps de développement parce que nous recevons des messages également. Un message rapidement avant de terminer. La colonisation a construit des outils naturels africains. Elle n'a rien apporté de positif. Et bien, pour répondre à ceux qui disent que la colonisation aurait apporté quelque chose de positif, même en termes de religion, Jomo Kenyatta apporte un élément de réponse. Il dit, quand les missionnaires sont venus, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier avec nos yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient nos terres.